Merci Willy Gianinazzi d'être là autour de cet ouvrage nourri d'une postface inédite, puisque c'était un ouvrage qui était paru antérieurement, André Gorz, Une vie, aux éditions La Découverte. Alors, peut-être que pour introduire cette conversation et cet après-midi consacré à Gorz, d'une part, je rappelle, Willy Gianinazzi, que vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'ouvrages sur le syndicalisme révolutionnaire et que vous avez été chercheur, que vous êtes chercheur associé à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, pour le fonds André Gorz. Alors pour débuter, je dirais peut-être que c'est un ouvrage, d'abord, nous évoquerons l'actualité de Gorz aujourd'hui, évidemment, mais dans un premier temps, nous allons évoquer son itinéraire. D'ailleurs, l'ouvrage le dit, André Gorz, Une vie. Et cet ouvrage retrace l'engagement et les influences de celui qui fut le fondateur de l'écologie politique et aussi un des fondateurs peut-être de la décroissance. Un des premiers peut-être à réfléchir au sens du travail dans une optique d'autonomie et de temps libéré. Auteur de L'adieu au prolétariat, Les chemins du paradis, Misère du présent, richesse du possible, influencé par Marx et Husserl, il fut proche de l'extrême gauche italienne pendant une période. Et puis, ce personnage qui a eu de multiples, je dirais pseudonymes en quelque sorte, qui était à la fois mi-philosophe, se disait-il, mi-journaliste, se définissait comme un métis de l'inauthentique. Pas vraiment sérieux, disait-il. Je suis un être hybride. Un touche-à-tout un peu entre journalisme et philosophie et théorie politique ainsi que critique sociale. Auteur aussi de 2 ouvrages importants qu'on n'abordera pas forcément ici, mais qu'il est important de signaler, mais que peut-être vous aborderez dans l'introduction. Le traître, où il se définit comme un bricoleur, dit-il un moment, qui cherchait à exister le moins possible et qui privilégiait quelque part l'écrit à l'oral, et puis son dernier ouvrage, La lettre à Dorine, son épouse, qui est une très belle déclaration d'amour. Et alors peut-être je vais vous céder la parole, Willy, pour un peu nous présenter ce que fut l'itinéraire d'André Gorz. Oui. Alors, André Gorz, je ne sais pas bien dans quelle mesure il est connu aujourd'hui, mais effectivement, il a été connu du grand public en 2006 en publiant un roman autobiographique, un petit roman qui est disponible dans les stands de librairie à côté, qui est un roman où, entre les lignes, il annonçait son suicide qui aura lieu l'année d'après. Et en fait, c'est quelqu'un qui était déjà dans les années 60 et 70 un penseur majeur de la gauche critique, non communiste, en France, mais aussi en Allemagne, en Suède et aux États-Unis. Dans les années 1970, il a beaucoup aidé à l'émergence du mouvement écologiste en France. Et dans les années 80 et 90, il a été connu pour sa critique du travail. Toujours est-il qu'il y a une actualité de sa pensée à la fois anticapitaliste et écologiste, pour résumer, qui vient de la prise de conscience grandissante du lien qui existe aujourd'hui
entre le fonctionnement chaotique du capitalisme, la destruction des milieux de vie et le dérèglement climatique. Alors, comment définir globalement la pensée d'André Gortz, qui est une pensée philosophique? En un mot, je dirais que c'est un humanisme, parce que fondé sur une philosophie du sujet. Sujet signifie en philosophie l'être qui agit. En quête de son autonomie. Autonomie veut dire en l'occurrence être libre, en donnant un sens à la vie et donc aussi au travail, puisque depuis l'avènement du capitalisme industriel, il y occupe évidemment une très grande place. Un sujet qui est en outre soucieux de son milieu de vie. Milieu de vie renvoie à l'environnement naturel et à l'environnement social. Le but invariable pour Gortz étant l'épanouissement de l'humain dans un monde vivable. Cette vision de la vie et du monde révèle d'emblée les 4 axes de sa pensée. Un existentialisme humaniste fondé sur la liberté de l'être. Deuxièmement, un marxisme repensé autour du travail notamment. Troisièmement, une écologie sociale, antiproductiviste et décroissante. Et quatrièmement, tout cela aboutit à une critique de la centralité du travail, soit une philosophie du temps libéré. Ces 4 thèmes correspondent aux étapes successives de sa réflexion intellectuelle et c'est ces 4 thèmes que je vais développer brièvement. Alors premièrement, en quoi consiste la philosophie existentialiste que Gortz a développée dans sa jeunesse, sachant qu'elle restera au fondement de sa réflexion critique pendant toute sa vie? Alors pour commencer, voici quelques données biographiques sur sa jeunesse. André Gortz est né à Vienne en 1923. Il meurt par suicide avec sa compagne en 2007. Pour éviter l'enrôlement dans l'armée du Grand Reich, j'ai dit qu'il est né à Vienne. Bon, voilà. Il passe la guerre en Suisse, où à Lausanne, il fait ses études et s'adonne à la langue française. Il monte à Paris en 1949 et publie en 1958 son premier livre, qui est un roman autobiographique préfacé par Jean-Paul Sartre. C'est le traître dont vous venez de parler. Alors sa réflexion philosophique est marquée par Husserl, etc., comme vous avez dit, mais elle est marquée essentiellement, principalement par Jean-Paul Sartre, qui est le pape de l'existentialisme athée, auteur d'une brochure bien nommée dans le contexte d'aujourd'hui, L'existentialisme est un humanisme, qui vient faire une conférence à Lausanne en 1946, alors que Gortz connaît déjà L'être et le néant, l'œuvre majeure de Sartre, qui a été publiée en 1943. Dès lors, pour Gortz, la philosophie existentialiste du sujet consiste à considérer l'individu comme se construisant par des choix, soumis certes au conditionnement de l'enfance et aussi au contexte social du présent. Ces choix sont cependant passibles de liberté, car il y a toujours, je le cite, un décalage ressenti, vécu, souffert entre ce qu'on a à être pour fonctionner dans la société et ce que l'on ressent diffusément. On n'est jamais complètement intégré. La socialisation par le travail, par exemple, n'est jamais totale et n'est pas la seule possible. À propos du travail, Gortz écrit, au lendemain de la guerre, donc très très tôt, qu'il peut arriver que l'on fasse un choix pour être dans le monde au lieu d'être soi-même. Ce choix professionnel a ses avantages apparents, il donne de la sécurité, mais il s'agit là, selon Gortz, d'une noyade dans l'objectif, d'une démission de soi-même et du renoncement à exister pour soi. À partir de l'existentialisme, Gortz proclame un principe qui est fondamental.
Le voici, je cite, « Les individus ont à se construire eux-mêmes leur identité, à chercher eux-mêmes ce qui est juste. Cette condamnation à l'autonomie est leur lot commun. » Gortz comprend donc cette philosophie, je le cite encore, comme la tentative de se libérer, de se créer, de sorte que se pose aussitôt la question de l'aliénation et de son possible dépassement. Donc, aliénation d'un côté, autonomie de l'individu de l'autre deviennent alors des catégories maîtresses de sa pensée et de son humanisme. Le deuxième point qu'il convient d'aborder, c'est celui de son marxisme, parce qu'il a été sartrien, il le sera toujours, mais il devient aussi marxiste dans les années 50 et 60. Il adhère en particulier aux écrits du jeune Marx, qui sont des écrits humanistes s'il en est. Il défend alors un marxisme où la volonté du sujet a toute sa place, contre les versions staliniennes, qu'elles soient scientistes, déterministes, ou plus tard, dans les années 60, structuralistes avec Althusser. Il est en accord avec l'évolution pro-marxiste de Sartre à la même époque, qu'il fait rentrer dans sa propre revue Les Temps modernes à la fin de 1960. Ce qui caractérise son marxisme, c'est qu'il fait moins porter l'accent sur l'exploitation que sur l'exploitation que subit l'ouvrier, que sur l'aliénation du producteur-consommateur. C'est en étudiant ce qui se passe aux États-Unis dans les années 50, 60, qu'il dénonce la supercherie de la société de consommation. Donc déjà, c'est un marxiste quand même assez spécial, qui se concentre plus sur la consommation que sur la production et l'exploitation. Le capitalisme, dit-il, a pour logique la croissance. Pour alimenter cette croissance, il doit susciter des besoins renouvelés, de plus en plus nombreux et avec un rythme de plus en plus soutenu. La publicité et le marketing sont des outils indispensables au capitalisme. Il s'agit de susciter ce qu'il appelle l'obsolescence psychologique ou subjective des produits, montrant qu'ils ne sont plus à la page, qu'ils sont caducs parce que remplaçables par de nouveaux aux qualités supposées supérieures. L'innovation devient alors un moteur de la croissance. Le capitalisme induit donc des besoins qui obligent le producteur-consommateur à travailler à temps plein pour les satisfaire. On gaspille ainsi et le travail et les ressources, sans compter que le travail dans ces conditions perd son sens. Pour Gortz, ce sont là des besoins hétéronomes que suscite le capitalisme, qui occultent d'autres types de besoins potentiels qui sont de nature autonome parce qu'ils ne sont pas captés par le système. Cette analyse anticonsumériste et écologiste avant la lettre est inscrite dans son premier essai qui s'appelle « La morale de l'histoire » et qui date de 1959. Dans son deuxième livre critique du capitalisme, qui s'appelle « Stratégie ouvrière et néocapitalisme », qui sort en 1964, Gortz relève la contradiction qu'il y a entre les besoins du capital et le besoin autonome. Pour le capital, la finalité du travail est de produire n'importe quoi pourvu que ça se vende et que ça rapporte. Pour les travailleurs, elle est de produire des richesses ayant une valeur intrinsèque pour les humains, autrement dit, qui servent à augmenter le bien-être, non pas seulement et non pas tant sur le plan matériel que social, culturel, artistique, voire même ludique. La question du comment et en vue de quoi on travaille, elle est donc posée très très tôt par Gortz. Ce qui m'amène au troisième point, qui est l'urgence écologiste, que Gortz découvre dès les années 70. Alors que commande cette urgence écologiste pour lui ? Il faut dire qu'au début des années 70, on assiste à une prise de conscience du désastre écologiste, y compris dans l'opinion publique. Cela fait donc 50 ans que l'alerte est donnée.
On se rend compte que la régénération de la biosphère est mise en péril par l'intensification des pollutions en tout genre et que les terres cultivables ne suffiront pas à pallier l'explosion démographique qui, à l'époque, inquiète énormément. Dès 1970, en pionnier français de l'écologie politique, on peut le dire, Gortz lance son J'accuse dans le Nouvel Observateur, magazine de gauche qu'il a cofondé en 1964 et dans lequel il travaille comme journaliste. Il demande en 1970 à ce que les externalités négatives engendrées par l'industrie, les déchets, la pollution, soient incluses dans les coûts de revient des industriels. En 1972, il invente, au détour d'une phrase prononcée dans un colloque qu'il organise sur l'écologie, le néologisme décroissance qu'il utilisera par la suite. Il fait remarquer l'impasse qu'il y a à utiliser indéfiniment des ressources minérales et fossiles qui sont forcément limitées. Non seulement on épuise les stocks pour les générations futures, mais en les exploitant, on produit des déchets et pollutions infinies qui empêchent la régénération de la biosphère. Pour Gortz, le seul moyen de parer à la destruction en cours de la biosphère, c'est de réduire la production des pays riches et pollueurs. Selon lui, les politiques du développement durable ou de la transition écologique, qui sont à la mode aujourd'hui, ne sont que des solutions trompe-l'œil qui ne remettent pas en cause la logique destructrice de la croissance. Elles favorisent ce qu'on appelle aujourd'hui un capitalisme vert, qui réduit certes le taux annuel des nuisances produites, mais non pas leur accumulation. Le cas est clair avec le CO2 dans l'atmosphère, par exemple, qui augmente chaque année en dépit de la réduction du taux d'émission annuel. Gortz pense au contraire, selon une formule qu'il affectionne, que l'on peut vivre mieux en produisant moins et en consommant moins et autrement. C'est-à-dire priorité et développement des transports en commun, en excluant l'avion, bien sûr, moins de gaspillage, plus de durabilité des biens, une consommation responsable, imperméable aux besoins induits, et donc aussi finalement en travaillant moins. Il fait valoir le critère existentiel du suffisant, synonyme à peu près de sobriété aujourd'hui, mais cela présuppose le renversement de la logique productiviste du toujours plus et donc le renversement du système capitaliste par la maîtrise d'autres façons de produire et la réappropriation ou l'invention d'autres façons de vivre. C'est là une utopie, mais une utopie concrète, parce qu'elle est fondée sur des possibilités qui se nichent dans l'évolution du capitalisme contemporain. Ce qui m'amène au quatrième point, qui est donc devenu le capitalisme aujourd'hui, et qu'est-il devenu le travail pour que Gortz considère comme nécessaire de dépasser la vision traditionnelle du mouvement ouvrier et entreprenne une critique radicale du travail. Cela a lieu à partir des années 90 chez lui. Dans ces conditions, quelle émancipation par-delà le capitalisme faut-il viser et quels moyens faut-il prédisposer dès maintenant pour sa mise en marche? En 1980, Gortz publie un livre fracassant, ne serait-ce que par le titre. Il l'appelle « Adieu au prolétariat ». Ses analyses s'inscrivent dans les profondes mutations que le capitalisme a connues depuis les années 70, précisément à partir du choc pétrolier de 1973. Ces mutations fondent ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qui a, pour résumer, liquidé la grande usine de type fordiste par le biais de l'automatisation et de la robotisation, délocaliser la production matérielle, notamment en Chine, casser ainsi les reins aux syndicats,
étendu et démultiplié les services et rendu courant le précariat et les petits boulots inintéressants et mal payés. Le résultat, c'est l'affaiblissement sociologique et politique de la classe ouvrière qui disparaît telle qu'elle était connue au moins auparavant. Cette transformation du travail contemporain, que Gortz décrit comme une méga-machine économique incontrôlable et mondialisée, rend totalement irréalistes les objectifs du mouvement ouvrier révolutionnaire qu'étaient le contrôle ouvrier et l'autogestion, objectifs auxquels il avait adhéré par le passé et qui étaient en vogue dans les années 60 et 70. Gortz commence à douter de la possibilité de se libérer dans le travail et opte plutôt par la possibilité de se libérer au-delà du travail. Par ailleurs, en même temps, le nouvel esprit du capitalisme, pour reprendre l'expression d'un livre éponyme de Boltanski et Chiapello, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, se met en place dans l'entreprise. Enfin, le nouvel esprit du capitalisme se met en place dans l'entreprise. Il consiste à multiplier et enrichir les tâches, à individualiser les relations de travail, qui visent à accroître à la fois l'implication et l'autonomie du travailleur. On connaît aujourd'hui les effets de ces pratiques managériales qui, au lieu de libérer les travailleurs, les asservissent encore plus. L'investissement personnel expose au stress de l'évaluation individuelle de la performance et à l'épuisement physique et psychique. L'autonomie qui peut aller jusqu'au travail indépendant ou se déployer hors de l'entreprise, comme aujourd'hui avec le télétravail, reste parfaitement corsetée par la tyrannie des objectifs, des délais serrés, ou bien par la connectivité permanente, ou encore par le management algorithmique qui dirige et surveille le travail. Pensez à Uber et aux méthodes d'Amazon pour la logistique. Toujours est-il que cette autonomie dans l'hétéronomie, comme Gortz le dit, va devenir sous forme de l'intelligence collective, que Marx appelait le General Intellect, la principale force productive du capitalisme contemporain, que d'aucuns analysent aujourd'hui comme un capitalisme cognitif. Mais parce que fait de savoir et de savoir-faire, parce que libérant la créativité, et grâce aussi aux outils informatiques, cette autonomie subordonnée a ceci d'extraordinaire qu'elle produit un contre-effet potentiellement libérateur. Elle suscite, selon Gortz, auprès d'un certain nombre d'individus, des aspirations à l'autonomie vis-à-vis de l'économie elle-même. La capacité d'autonomie des personnes se renforçant, constate Gortz, il n'est plus question, selon lui, de miser sur l'émancipation dans le travail, mais à l'égard du travail lui-même. Dès 1985, il affirmait que la question du sens de la vie, des fins dernières, de la rationalité, se pose désormais d'une manière tout à fait nouvelle. Or, le mouvement ouvrier et les syndicats ne sont pas armés pour répondre à cette question. Ils sont trop attachés à la valeur travail, si chère à Sarkozy à l'époque, ou bien aujourd'hui à Macron d'ailleurs. En fait, Gortz reste convaincu que cette question du sens de la rationalité dernière ne peut recevoir de réponse en dehors du sujet individuel, qui garde toujours, par-delà la socialisation fonctionnelle qu'il subit par son travail, qui garde toujours une marge intime de rébellion contre l'ordre social. Dans un système où, comme dit Gortz, l'individu ne produit rien de ce qu'il consomme et ne consomme rien de ce qu'il produit,
Il est donc question pour chacun de reprendre la main sur le sens du travail et sur la détermination des besoins qui le légitiment. D'abord, pour Gortz, il s'agit de se défaire de l'idéologie productiviste du travail, véhiculée autant par le patronat que par la gauche politique et syndicale, qui fait croire que le travail est la chose la plus importante dans la vie et qu'il vaut pour lui-même indépendamment de sa finalité capitaliste et de son incidence environnementale négative. Ensuite, il s'agit de se soustraire à l'injonction publicitaire de consommer tout et n'importe quoi, indépendamment de nos besoins assumés et sans regard sur la qualité écologique des produits. Il faut dès lors rétablir le critère existentiel du suffisant, en limitant ainsi la dépendance vis-à-vis de la consommation, vis-à-vis du travail à plein temps et pendant toute la vie. Pour que la critique prenne des formes concrètes, Gortz préconise de juxtaposer à l'hétéronomie du travail socialement nécessaire une sphère de l'autonomie hors travail. Hétéronomie et autonomie ne s'excluent pas l'un l'autre, mais peuvent être conçus comme des moments alternés dans la vie de chacun. Pour cela, il faut évidemment une réduction massive du temps de travail, afin que tout le monde puisse travailler un peu dans le cadre du travail nécessaire et se réaliser ailleurs dans des activités autodéterminées. Pour ce dernier but, il faut avoir bien sûr des plages de temps libre assez grandes. C'est pourquoi Gortz finit par adhérer à une idée qui est encore débattue aujourd'hui et qui est toujours d'actualité, c'est celle d'un revenu social garanti à vie ou revenu universel. Alors, l'idée d'un droit détaché du travail circule en Europe dès 1985. C'est une idée finalement assez vieille. Gortz l'a fait sienne plus de 10 ans plus tard. Il l'entend d'une façon qui lui est spécifique, en tout cas il travaille beaucoup là-dessus, et il la conçoit de la façon suivante. Le premier point concerne l'inconditionnalité du revenu d'existence, c'est-à-dire son octroi sans aucune contrepartie liée au travail, y compris la recherche d'un emploi. Gortz pose ensuite une discrimination entre version de droite et version de gauche du revenu d'existence, c'est le montant de l'allocation. Il faut qu'il soit suffisant pour vivre sobrement, sinon le chantage à l'emploi demeure, avec de surcroît le danger d'emploi sous-payé, l'allocation assurant la différence. Ce serait alors une espèce de subvention indirecte au patron. Le revenu d'existence doit aussi se doubler de facilitation légale en faveur du temps choisi pour permettre l'arbitrage des individus entre le travail subordonné et le niveau de revenu. Gortz pensait en fait à une société de pluriactivité où chacun puisse alterner son temps entre travail réduit et activité hors marché. On le voit, le revenu d'existence renverse le rapport entre le travail et le revenu. Au lieu que l'on soit contraint de travailler pour avoir un revenu, on a un revenu pour œuvrer sans contrainte. Le revenu d'existence fait plus porter l'accent sur le temps disponible, ainsi dégagé, que sur l'assurance matérielle qu'il permet. Quoique versé sous forme de monnaie, il acquiert tout son sens s'il affecte plus le mode de produire que l'acte de consommer. C'est pourquoi, à son avis, il ne faut pas que ce revenu soit versé dans une monnaie conventionnelle
qui se traduirait par une distribution des richesses produites par l'économie de marché, de laquelle on dépendrait toujours. Mais cette monnaie nouvelle devrait être une monnaie de consommation qui n'est pas thésaurisable, comme le sont par exemple les monnaies locales. Le revenu d'existence est finalement une garantie pour le déploiement hors travail subordonné de ses capacités, de ses propres capacités à agir, qui sont de toutes sortes, non seulement d'ordre productif, mais aussi artistique, politique, scientifique, culturel, etc. Une autre richesse se crée ainsi. Elle est qualitative, uniquement fondée sur la valeur d'usage, non plus mesurable par le PIB, qui lui calcule la croissance. C'est une autre économie qui est à envisager et qui est même en train de naître. Les germes de cette alternative économique existent déjà, selon Gortz. Il cite l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, le puisage au bien commun, c'est-à-dire le partage ou la mutualisation des services et des savoirs, l'extension des services publics gratuits, l'agriculture coparticipative, les AMAP, les jardins partagés, les jardins collectifs en ville, les échanges de semences, les groupes d'entraide, ateliers de réparation, les SEL, c'est-à-dire les systèmes d'échange local. Il pense aussi à des autoproductions locales, etc. Pour Gortz, des perspectives d'issue au capitalisme existent donc bel et bien. C'est dans ce sens que je voudrais conclure avec deux citations de Gortz. Elles datent de 1993. Voilà ce qu'il raconte. L'économie n'a pas pour tâche de donner du travail, de créer de l'emploi. Sa mission est de créer le maximum de richesse avec le moins possible de travail. Elle produit donc massivement aujourd'hui cette ressource cardinale qui devrait être la vraie mesure de la richesse, le temps libéré des nécessités et des contraintes économiques. Tout prédispose aujourd'hui à ce que naisse une société dans laquelle la richesse se mesurera au temps libéré du travail, au temps disponible pour des activités qui portent leur sens et leur fin en elles-mêmes et se confondent avec l'épanouissement de la vie. Voilà. Merci Willy pour cet exposé clair et précis qui fait le point et qui nous invite, je serais tenté de dire, immédiatement à imaginer une autre vie et une autre façon de concevoir le travail et la façon dont on peut réfléchir à ce que l'on pourrait appeler notre exploitation, quelque part. Alors, je retiens de cette pensée, c'est à la fois la question de l'autonomie, la question de l'aliénation, la question d'un prolétariat qui n'est plus celui que l'on imaginait, ou celui qui fut pour certains, et peut-être ici dans cette salle encore, le prolétariat tel qu'on l'envisageait dans les années 60-70. Mais ce qui me paraît important à travers la question justement qu'il évoque dans l'adieu au prolétariat, c'est ce qui va ensuite se produire, à savoir cette idée de, dans un premier temps, la fin du Fordisme, et l'idée et que l'on voit aujourd'hui, vous l'avez évoqué à travers les exemples d'Amazon ou d'Uber, mais on pourrait en prendre d'autres, la montée en puissance d'un précariat de plus en plus important, de ce que les Américains appellent les bullshit jobs, c'est-à-dire les travaux de merde, pour le faire court, et donc avec donc une vision du travail et une vision de la façon dont on va construire sa vie totalement transformée. Et enfin, ce qui repose la question de l'allocation universelle ou le revenu universel sur lequel
tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, et qui reste un débat, parce qu'on sait que les libéraux aussi sont pour le revenu universel. Mais ce n'est pas le même. Et donc, c'est peut-être tout cela qui fait aujourd'hui l'actualité de Gorce, y compris au sein de l'écologie politique, puisque c'est quand même un des fondateurs de l'écologie politique, et qui questionne jusque chez les écologistes eux-mêmes, à travers tous les débats qu'il soulève, et dont Gorce pourrait dire à certains, vous l'avez évoqué, qu'au fond, il repeigne en vert le capitalisme. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et le deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui les mouvements écologistes posent clairement les questions dont il fut l'inspirateur? Allez-y. Vaste question, parce que les mouvements écologistes se sont beaucoup développés, ont beaucoup évolué et sont confrontés à des situations désormais qui n'ont cessé d'empirer. Le réchauffement climatique est une inquiétude qui n'existait pas à l'époque de Gortz. Le problème du CO2 n'était jamais évoqué. Et le problème à l'époque de l'écologie se posait en termes d'épuisement des ressources et de pollution en tout genre qui amenait à une planète qui n'aurait pas pu soutenir un tel développement. Il y avait aussi le problème de l'agriculture, de la perte des surfaces utiles, une augmentation de la population qui à l'époque était jugée, il y avait le danger qu'elle soit exponentielle. Il y avait, rappelez-vous, l'explosion démographique en Chine et en Inde. Ces deux pays ont pris des mesures depuis et ont ramené la poussée démographique dans des proportions qui n'étaient pas celles imaginées il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on pensait vraiment que ça aurait été exponentiel. Voilà, donc les problèmes étaient un peu différents. Il y a donc une écologie aujourd'hui qui s'est développée, qui est de type environnemental, qui pointe l'impossibilité de continuer à produire comme on le fait aujourd'hui. Et de ce point de vue, ça rejoint les préoccupations de Gortz, qui étaient néanmoins des préoccupations écologistes, mais sociales. C'est-à-dire que ce qui inquiétait Gortz, c'était le milieu de vie qui est naturel, mais qui est aussi social. Et cette écologie de Gortz portait sur la façon de vivre, sur notre mode de vie, et que l'écologie aurait permis de vivre mieux, nous tous, mais d'une autre façon. Voilà. Alors maintenant, sur la critique du travail que fait Gortz, il y a tout un pan écologiste qui se pose la question. C'est sur le sens du travail. Et il y a des étudiants, futurs ingénieurs, futurs cadres qui ne sont pas prêts à se faire embaucher dans n'importe quelle entreprise sans tenir compte de pourquoi, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle implique comme destruction écologiste, etc. Et donc le sens du travail, le respect de l'environnement au travail est un souci écologiste aujourd'hui très très important. Et peut-être je peux aussi dévier sur un autre aspect. Les jeunes sont soucieux, comme l'était Gortz, de leur vie, de ce qu'ils veulent faire de leur vie, et n'assimilent plus leur vie au travail.
Et c'est quand même extrêmement frappant que dans le cadre d'un capitalisme néolibéral qui tend à supprimer l'emploi stable et démultiplie les métiers, les emplois précaires, c'est quand même impressionnant de voir que les jeunes, des jeunes, mais désormais statistiquement ça commence à compter, ne sont plus intéressés d'avoir des CDI, mais demandent des CDD. Et bon, il y a 40 ans, mais c'était inimaginable. Comment ça, le but, c'était d'avoir un travail stable toute la vie. Bon, maintenant, des jeunes n'ont plus cette exigence-là. Ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils ne veulent pas passer leur vie dans le même travail et demandent donc des CDD. Ce n'est pas pour ne pas travailler ensuite, quoique il peut y avoir d'autres façons d'envisager des parenthèses dans la vie. Ils peuvent vouloir voyager, mais ça veut dire qu'ils ont d'autres projets ou bien d'autres idées de se faire embaucher ailleurs dans un travail plus intéressant, etc. Donc le sens du travail, le sens de la vie, le souci du milieu de vie sont aujourd'hui extrêmement présents. C'est primordial aujourd'hui dans leur démarche. Eh bien, là, on est complètement dans la pensée de Gortz. Alors peut-être il nous reste 10 minutes, je crois. Peut-être nous allons vous céder la parole. Si des gens ont des questions à poser, le micro va circuler et vous pourrez poser à Willy Gianniziani toutes les questions que vous voulez. Voilà, il y a deux. Oui, bonsoir. Ça marche là ? Oui, ça marche. Des livres que vous avez cités, vous n'avez pas cité par exemple le bluff technologique. Et quelle est aussi la place et la pensée de Gortz autour de la révolution ? Lui, je crois qu'il visait une sorte de révolution libératrice, plus qu'une révolution politique, mais il y a beaucoup cru, y compris autour de la révolution chinoise. Gortz dans les années 60, Gortz dans les 60, c'est un militant d'extrême gauche. Il regarde la montée du tiers-mondisme et il regarde les méthodes chinoises qu'il connaît par la propagande chinoise. Donc effectivement, il y a beaucoup d'illusions là-dessus. Il n'est pas maoïste dans le sens qu'il ne croit pas à la révolution du tiers-monde, des paysans, etc. Il reste, de ce côté-là, il reste trotskiste. C'est-à-dire qu'il pense que c'est dans les villes, dans les centres urbains que la révolution aura lieu. Ça, c'est dans les années 70. Par la suite, Gortz ne parle pas de révolution. C'est pas son sujet. Il pense qu'on peut dépasser, que le capitalisme est en train de se dépasser lui-même et que les évolutions même du capitalisme offrent des possibilités de le dépasser par l'auto-organisation, par des phénomènes zadistes, par les autoproductions locales, etc. Donc il pense qu'on peut arriver à une société du temps libre en dépassant le capitalisme sans qu'il y ait des projets de révolution politique, etc. Évidemment, il ne croit plus à la révolution politique telle qu'on y croyait dans les années 70. Avant de passer la parole à monsieur, je pensais en relisant, puisque j'avais lu la première version, et en relisant donc cette seconde version, ça me rappelait Relais du Mont et son verre d'eau, quelque part.
Et effectivement, on se dit que quand on le replace dans le contexte, c'est un peu comme la pensée d'André Gorz, qu'on revient en arrière et qu'on regarde la distance parcourue, ces gens-là étaient quand même très précurseurs. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Pour financer, en fait, d'après ce que j'ai compris et entendu, cette société de plurielle activité, il va y avoir besoin donc quand même de maîtriser un marché qui doit rester existant pour financer le système. Mais aujourd'hui, avec ce que nous constatons, cette mondialisation, ce dépassement de nos frontières, sur lequel nous pouvons, nous, effectivement, agir à notre niveau, de façon locale, quelle peut être aujourd'hui exprimer la pensée de Gorz dans cette immensité qui commence à bouger et devenir très tumultueuse? Oui. Disons que Gorz compte sur des initiatives qui sont multiples, décentralisées sur des mouvements qui se mettent en place à droite à gauche contre le monde tel qu'il est. Les soulèvements de la terre, je suis sûr qu'il aurait beaucoup aimé. Les phénomènes zadistes également. Et bon voilà. Maintenant sur les questions de financement, pour être franc, il n'en a jamais parlé. Il ne s'est jamais posé la question comment financer le revenu universel, par exemple. Et la question, elle est critique, elle est très débattue. Hein. Il y a ceux qui disent que c'est pas finançable, il y en a d'autres qui disent que c'est pas un problème. Mais Gorz, effectivement, n'a jamais abordé cette question. Mais elle existe. Justement, pour rebondir sur ce sujet, est-ce que ce serait possible de mettre en perspective la question du revenu universel et du salaire à vie tel que l'a développé Bernard Friot, sur les parallèles qui existent justement entre ces deux idées, leur mise en pratique, et au regard de la pensée de Gorz, qu'est-ce qui pourrait être finalement le plus soit intéressant, soit mis en application? Alors, donc Friot a exprimé ses idées quand Gorz était déjà mort, donc il n'y a pas eu de débat entre eux. Et la question, enfin, je sais pas trop quoi vous dire. Les optiques sont très très différentes. Parce que Bernard Friot, ça demeure une idée qui est tout de même toujours fondée sur le salariat, alors que Gorz veut passer à autre chose, et le revenu universel serait quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la distribution des richesses en provenance de la production. Donc les thématiques sont très différentes, mais bon, je sais que ma réponse est insatisfaisante. C'était plus dans le sens où, tel que le définit Bernard Friot, c'est un salaire à la compétence qui pourrait évoluer au fur et à mesure de la vie en fonction des compétences des dites personnes et de leur évolution, qui seraient des compétences qui finalement seraient salariales ou non salariales pour des gens qui seraient utiles dans des associations ou d'utilité publique. Et dans ce sens, je trouve que ça rejoint cette idée justement de salaire universel à vocation sociale. Oui, alors Gorz est absolument opposé à des critères de compétences. Vous savez, il y a eu dans les années 90, il y a eu un débat parmi les écologistes lorsqu'ils étaient au gouvernement.
donc c'est années 80, fin années 80, quand ils étaient au gouvernement. Il y avait des projets, notamment un rapport d'Alain Lipietz qui proposait la distribution de ce revenu universel. Ça marche toujours ? Oui, ça fonctionne. Bon, voilà, distribution du revenu universel. Et lui, Alain Lipietz, il disait oui, mais on ne va pas le distribuer à tout le monde, on va le distribuer uniquement aux gens qui proposent, qui ont des projets, qui vont l'utiliser pour créer autre chose hors marché. Et Gortz répondait que non, ce revenu doit être distribué à tout le monde, indistinctement, parce que chacun doit pouvoir faire ce qu'il entend sans aucun contrôle, rien du tout, et que c'est à l'individu de choisir ce qui est utile, ce qui est bon pour lui et éventuellement bon pour la société. Donc effectivement, il y avait un décalage complet par rapport à ça. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez parlé à un moment de la société du temps libre où on travaillerait moins et qui serait positive parce que le travail est une source d'exploitation et pollue je sais pas si ça marche, pollue l'environnement. Moi, je me dis aussi que dans mon travail aujourd'hui, je rends service à mon patron, je rends service aux actionnaires, mais je rends aussi service aux clients. Et je me dis que si on est une société où on travaille moins, on risque de perdre un peu ce sens du service. Vous avez peur de ne pas rendre service à votre patron? Non, de ne pas rendre service aux clients de l'entreprise. Et du coup, je serais intéressé par votre point de vue. Est-ce qu'on risque pas de perdre un peu de cette noblesse du sens du service qu'apporte le travail aujourd'hui? Oui, le capitalisme aujourd'hui est justement confronté à une difficulté à produire des produits industriels et c'est reporté sur les services. On devient de plus en plus une société de services. Donc produire moins, c'est surtout produire moins d'objets, de marchandises dont on n'en a pas besoin. Or, si on produit moins de marchandises, on a besoin moins de services pour amener ces marchandises aux clients. C'est la diminution du travail, c'est une diminution de la production industrielle, bien sûr, mais de produits en général qu'on consomme inutilement. Mais Gortz, il est vrai que Gortz est très favorable à l'automatisation parce que ça économise du travail. Mais automatisation, c'est aussi une diminution de services et de contact avec les gens. D'où le problème que vous soulevez. Une dernière question. Madame. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc bon, le revenu universel, bon, comme vous l'avez dit, c'est pas un sujet qui est tout récent. Donc ça fait quelques années, même l'Europe avait préconisé de passer au revenu universel. Bon, au niveau politique, nous avons eu Hamon qui a présenté ce projet. Et on s'est rendu compte que les gens, ils n'ont pas adhéré du tout à ce mode. Donc le questionnement que je me posais, est-ce que c'est l'approche qui n'est peut-être pas bonne? Est-ce qu'il faut redéfinir qu'est-ce que sont les biens communs, qu'est-ce qui est important, à quoi on a le droit, qu'est-ce qui est le minimum vital, est-ce qu'on a le droit d'avoir un logement minimum, est-ce qu'on peut manger avec un minimum? C'est plus, je pense, une approche peut-être éducatrice, pardon, excusez-moi du terme. Et après, je me pose la question aussi, c'est qu'on a connu le Covid,
Et des changements climatiques, on va en connaître plein d'autres. Donc on a vu ce que ça fait au niveau de la société, au niveau financier du système capitaliste. On a du mal à se relever. Donc même le système capitaliste a tout intérêt à trouver un système palliatif pour pouvoir affronter sans avoir tous ces problèmes qu'on a actuellement. Donc c'était une question que je me posais. Oui, mais oui, j'ai pas grand chose à répondre parce que je suis assez d'accord. C'est effectivement. La question du revenu universel est une question tellement radicale parce qu'elle remet en cause non pas seulement le système capitaliste, mais elle remet en cause nos modes de vie et notre façon de concevoir notre propre vie. Le salariat est une démission par rapport à ça. On n'a pas besoin de réfléchir comment on veut vivre du moment qu'on travaille et qu'on est salarié. Et se dire je vais pouvoir avoir de l'argent, je vais pouvoir faire ce que je veux, eh ben la réponse n'est pas évidente. Les gens quand on leur demande si vous receviez de l'argent à vie, vous feriez quoi? Tout le monde n'est pas capable de répondre, n'imagine pas. Donc c'est un problème culturel aussi. Bien. Eh bien, oui, une dernière question. Ce sera la der des der, comme on disait en 18. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être plus pour aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire et de ce que disait la dame avant. Je ne pourrais pas citer la source de cette étude, mais j'ai été tombée sur une étude où il était demandé aux personnes s'ils avaient la possibilité d'accéder à un revenu universel, qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie et est-ce qu'ils feraient des choses qui seraient au service du collectif. Et les gens disaient oui. Et ils disaient, et que pensez-vous que feraient les autres personnes? Eh bien, à chaque fois, l'idée, c'était que les autres ne se mettraient pas au service du collectif. Et je pense qu'il y a là une clé, c'est qu'en fait, il y a la croyance que les autres ne vont pas jouer le jeu, alors que, au fond, peut-être beaucoup d'êtres humains et peut-être la plupart de la population, si elle en avait l'opportunité, trouverait du sens à mettre son temps libre au service du collectif. Donc c'est vraiment la vision que les autres en profiteront, les autres ils garderont l'argent, ils se mettront pas au service, alors que moi je le ferai. Et je trouve que c'est assez instructif comme point de vue. Willy, peut-être. C'est une bonne conclusion. Ah bah, tout voilà. C'est ce que je me disais. Et peut-être y rajouter à cette conclusion la vôtre dans la postface. La réflexion fuse, le combat se poursuit. Merci, Willy Giannini d'être venu nous parler d'André Gorz. J'invite à lire et à faire lire donc cet ouvrage, donc André Gorz, une vie, écrit par vous, Willy, qu'on pourra trouver sur la table de la librairie Ombre Blanche, qui est le partenaire du salon, donc dans la pièce à côté. Merci encore de votre participation et de votre écoute. Bonne continuation et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.